Bonjour chers amis de Radio Fringale, bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, débrief de l'étape 5 et preview de l'étape 6 qui arrivera demain. Merci d'être aussi fidèle à l'émission et on est ravis de recevoir pour cette quotidienne, cette 5e épisode de la quotidienne, notre Batave national qui était prévu de commencer son Tour de France aujourd'hui. Et alors, quelle chance, quel alignement de planète. Bonjour Loïc, victoire Batave aujourd'hui. Salut Nico, salut Melvin. La victoire de Olaf Koy aujourd'hui, c'est un moment magnifique pour ce coureur. Je rappelle, c'est sa première participation au Tour de France et c'est sur sa première étape vraiment qui a été dédiée pour lui qui va pouvoir aller gagner aujourd'hui. Donc moi je suis super content. Franchement, c'était vraiment pas bien parti pour lui cette saison avec sa maladie et les difficultés qu'il a rencontrées en première partie de saison et je suis super content. Surtout qu'il gagne pas, c'est pas serré le sprint, hein. Il gagne avec plusieurs vélos d'avance. C'est plus qu'impressionnant, mais on aura tout le temps de parler de cette étape avec Melvin, je crois. Oui, effectivement, parce qu'on l'avait dit hier dans l'émission, c'est Melvin qui est l'autre chroniqueur du jour. Bonjour Melvin, comment vas-tu? Et surtout, première victoire sur ton Tour de France de la Décathlon, peut-être pas la dernière. Salut Nico, salut Loïc et salut à tout le monde. Déjà, il faut que je m'excuse auprès de tous nos auditeurs parce que j'ai vendu une étape qui allait être intéressante, surtout sur le final. J'y croyais très fort, je pense que j'avais envie de voir du spectacle et malheureusement on n'en a eu qu'un tout petit peu. On a vu cette tentative avec Asgreen qui a essayé de relancer un peu tout ça, mais je suis quand même assez déçu globalement de la combativité de certaines équipes, mais par contre on a quand même eu un super sprint. Il faut quand même qu'on revienne aussi sur cette chute qui a complètement bouleversé le sprint final, mais une super victoire pour Olaf Koy et je pense que c'est une super dynamique pour la Décathlon et dès demain on devrait voir Paul Sexas prendre le relais d'Olaf Koy. Eh bien, merci Melvin d'avoir résumé mon heure d'émission en 30 secondes. Comme ça, c'est bien, voilà, j'ai plus rien à dire. On se retrouve demain pour le débrief de l'étape 6. Allez, ciao, bonsoir. Non, évidemment, on va faire la présentation de cette étape. Aujourd'hui, c'était la 5e étape entre Lannemezan et Pau. Vous le voyez à l'écran, 158 km dans les Pyrénées, en tout cas dans les départements des Pyrénées. On a terminé dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui. Et Melvin, le sanglier, était de sortie aujourd'hui, puisque 143 km d'échappée pour notre ami Baptiste Weisstroffer, qui fait son premier Tour de France, qui avait dit qu'il voulait être offensif. Il était un peu ange gardien d'Arnaud Delis. Arnaud Delis a quitté le Tour de France, on en avait parlé. Aujourd'hui, il avait la possibilité de s'exprimer. Alors, bravo à lui. Par contre, malheureusement, il était seul. Ouais, un grand merci à Baptiste qui a vraiment animé cette étape. Je pense qu'on a besoin de coureurs comme lui qui sont des vrais animateurs du Tour de France. Je trouve qu'il mérite largement cette première participation. Il fait honneur à son équipe et il fait honneur à la course qui est le Tour de France. Moi j'attendais aussi d'autres équipes qui normalement devaient être aussi revanchardes après hier. Je pense notamment à une équipe, la Tudor par exemple. Franchement, il aurait dû avoir pour moi d'autres coureurs qui tentent avec lui. On sait que c'était une étape destinée quand même aux sprinters, mais il faut toujours essayer. Et on se dit qu'avec un rouleau compresseur comme Baptiste Weisstroffer, ça donne envie quand même de partir avec lui. Moi, je suis un peu déçu et j'attends de voir vos avis sur la question. Eh ben Loïc, justement, Baptiste Weisstroffer, qui avait annoncé qu'il voulait être l'un des grands baroudeurs de ce Tour de France, en tout cas animateur, malheureusement, des équipes dont on sait qu'ils n'ont aucune chance au sprint ou qui sont pas là pour protéger un classement général, auraient peut-être dû profiter d'envoyer un coureur. Il grille peut-être une carte, mais sur 10 coureurs, il y en a encore d'autres pour les prochains jours. C'est un peu dommage que Baptiste se retrouve tout seul aujourd'hui à faire 140 km tout seul en échappée sous 38 degrés. Ah bah c'est sûr que c'est dommage de faire une échappée tout seul, mais après ça le met bien en avant et ça représente bien son caractère aussi, le sanglier, comme on l'appelle. Il a bien montré les couleurs de l'auto aujourd'hui. Après il y avait vraiment aucune chance, hein, il va juste gagner le meilleur combatif et puis voilà. Est-ce que d'autres équipes pouvaient se mettre dans l'échappée? Oui, mais en fait on est en début de tour, donc tout le monde pense il est encore trop fort, ou toutes les équipes de sprinters pensent encore que leur sprinter peut aller gagner. Il y a beaucoup d'équipes qui sont encore placées au classement général. Je pense que dire dans une équipe, ok, on va aller chercher l'échappée aujourd'hui, c'est un peu un aveu de faiblesse. Et je pense que la Lotto, en ayant perdu Delis aussitôt,
bah c'était là leur tour, ça risque d'être très compliqué. Et bon, bah eux, ils étaient vraiment en plus au vu de la mentalité, de la façon de courir de Baptiste Westhofer, c'était sûr qu'il allait être dedans. Après. Franchement, ces dernières années, on voit de moins en moins en fait d'échapper sur les étapes de sprint, de grosses échappées, parce que finalement, l'espoir n'est plus vraiment là pour aller chercher des victoires d'étape. Et finalement, je pense que l'échappée publicitaire n'existe plus d'une certaine façon aussi, parce que maintenant, en fait, le maillot il est montré dans plein de plateformes que juste sur la TV. Les réseaux sociaux ont fait que, en fait, l'échappée publicitaire, la visibilité, elle vient plus de là, elle vient d'autres médias, donc c'est malheureusement plus vraiment d'actualité, je pense, ces échappées-là. Oui, mais Baptiste Weishofer va quand même passer en tête du sprint intermédiaire à Vic en Bigorre et également au sommet de la côte de Balex aujourd'hui. Alors parlons de ces deux petits points quand même, parce que il y a un client qu'on n'avait pas vu depuis le début du Tour de France, mais qui, au vu des résultats aujourd'hui, deuxième de l'étape et deuxième du sprint intermédiaire, c'est le sprinter allemand de la XDS Astana, c'est Max Kanter, qui montre que le maillot vert, ça l'intéresse aussi. On avait pour l'instant 3 vrais candidats déclarés. Philipsen, Girmay et évidemment Mats Pedersen, le porteur du maillot vert. On en a un 4e qui va jouer les sprints intermédiaires et qui va être placé sur les sprints. Alors s'il peut gagner une étape, c'est encore mieux pour lui. Mais c'est l'Allemand Max Kanter. Melvin, celui-là, on l'avait pas vu venir, mais l'Allemand montre des velléités au niveau du classement du maillot vert. Moi, c'est un coureur que j'attendais avec grande impatience. Je l'ai pris notamment dans mon équipe Cycling Fantasy parce qu'il Tu est dois être très, content très aujourd'hui. fort depuis. Ouais, franchement, il est très très fort depuis ce début de saison. On l'avait vu retentissant sur Paris-Nice en début de saison. Mais moi, là où il m'a impressionné et qui m'a convaincu de le prendre, c'est qu'il était à la lutte avec les meilleurs sprinteurs du monde sur le Baloise Belgian Tour, où on l'a vu être très très régulier, faire des 3e et 4e places. Du coup, ça m'a pas trop surpris de le voir très fort. Par contre, à ce point-là, il faut être honnête, il a bénéficié des circonstances de cette chute notamment. Il a eu un train exceptionnel. Il avait encore 3 coureurs devant lui pour l'emmener, avec un Tennyson qui a lancé peut-être, il a tout donné, mais il lui manquait encore un tout petit peu pour que Kanter puisse être un peu plus proche de Lafcoy. Mais on a vu aussi un Ballerini vraiment très fort. Je pense qu'il a été parfaitement entouré, Max Kanter. Et on comprend peut-être mieux pourquoi il n'y avait personne dans l'échappée hier. Oui, effectivement, la Astana qui montre maintenant ses cartes. À force que le Tour de France avance, on commence à voir les équipes, celles qui sont dedans, celles qui fixent certains objectifs. Pour en revenir là-dessus, Loïc, la Astana qui a anticipé, qui a surpris tout son monde au sprint intermédiaire et qui a forcé Pedersen à faire un gros effort qui lui a manqué peut-être un petit peu dans le final pour finalement aller choper Pedersen a chopé la 3e place du sprint intermédiaire. Mais voilà, la Astana, dans 2 fois, donc au sprint intermédiaire et à l'arrivée, a montré qu'ils avaient un très beau train pour mettre sur orbite leur sprinter allemand. Bah écoute, je pense que Astana n'avait pas vraiment d'objectif précis, je pense, pour ce Tour de France. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas montré qu'ils pouvaient vraiment y arriver au classement général, ni au maillot à poids pour l'instant. Après, ils ont des bons grimpeurs qui peuvent faire quelque chose en montagne, et la montagne n'est pas encore arrivée. Et Max Kanter, c'est leur carte sûre, entre guillemets. Il est toujours placé au sprint. Historiquement, il a toujours été bien placé. Moi, je l'ai toujours, en fait, je pense que je l'ai toujours un peu sous-estimé, ce coureur. Je l'ai jamais j'ai jamais voulu, ou j'ai jamais vraiment cru vouloir en lui. Enfin, croire en lui. Donc là, je suis agréablement surpris, justement, sur ce sprint intermédiaire. Je les ai trouvés les plus organisés, beaucoup mieux par exemple que ce que pouvait faire un Philipsen ou d'autres coureurs. Donc franchement, c'est pas mal pour ce maillot vert. Après, franchement, s'il va pas aller gagner les étapes, même s'il est placé aujourd'hui, je pense que ça a été un sprint un peu spécial justement pour Merlier par exemple, où il y a quand même eu pas mal de chutes à l'arrivée, lors des derniers kilomètres, ce qui a quand même désorganisé pas mal le train. Donc je pense qu'il y a eu des sprinters qui ont été un peu plus... Enfin lui, en ayant gardé des équipiers par chance ou par bon placement, il a pu chercher un résultat, et je suis pas encore sûr que ça puisse se reproduire sur les prochains sprints. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant il est placé.
En tout cas, c'est deux équipes qui ont mené la chasse aux sangliers, quelque part aujourd'hui, derrière Baptiste Weishofer. C'est la Alpecin et la Soudal, donc pour Philipsen et Tim Merlier. Mais il y a eu ce mouvement de course, Melvin, à 25 km de l'arrivée. Il y avait donc ce grimpeur, troisième catégorie, ce grimpeur qui est remporté, ou le point restant est remporté par Alex Baudin, qui confirme, donc qui renforce son maillot à poids. Après, c'est pour un petit point, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais voilà quand même. Par contre, son coéquipier qui l'a accompagné dans cette petite côte d'1 kilomètre, Casper Asgreen, va lancer un coup en compagnie du champion de Grande-Bretagne Fred White, et il est extrêmement bien couvert par le grimpeur de la Soudal, Valentin Paré-Pinte, qui va donc ne pas relayer et couvrir, ce qui va couper tout de suite les velléités d'échapper. C'est le seul mouvement de course qu'on a vu dans le final. Et ils n'ont même pas pu rejoindre Baptiste, malheureusement. Ouais, bah, c'était dans la partie où moi j'espérais vraiment voir ce type d'attaque avec des coureurs qui tentent quelque chose, des équipes qui ont rien à perdre, hein. Franchement, là, du côté de la Pinarello avec Fred Wright, ou alors du côté de l'AIF avec Casper Asgreen, on n'avait pas de sprinter qui pouvait faire quoi que ce soit. Pour moi, il y avait encore beaucoup d'autres équipes qui pouvaient suivre ce coup. C'était peut-être pas forcément l'initié, peut-être que des équipes pouvaient essayer de s'y glisser. On a vu Arvid de Klein lâcher. Est-ce qu'un coureur de la Tudor, je continue encore avec la Tudor parce que je suis vraiment déçu. Est-ce qu'un coureur qui n'aurait pas pu essayer de suivre? On a des équipes comme la Ineos ou un Dorian Godon, honnêtement, La seule victime à la pédale, sur, Melvin, la seule victime à la pédale, Arvind de Klein, qui était déjà le dernier. Faut rappeler quand même un contexte. Arvind de Klein s'est battu avec les délais les 2 derniers jours là dans les Pyrénées, et aujourd'hui c'était une étape qui pouvait lui convenir, mais il était vidé, Arvind de Klein. Ouais, en fait, c'est ce qui est arrivé à Arvid de Klein. Je l'imaginais pour d'autres sprinters avec beaucoup de fatigue accumulée les derniers jours, mais je pense que Arvid de Klein était de loin le plus touché par le début de montagne. On sait qu'il était peut-être pas prévu au début du Tour de France. Est-ce qu'il a pu se préparer assez pour passer la montagne sans encombre? Moi, j'avais très peur pour un Olaf Koy aussi que ça le fatigue des étapes du début de Tour de France qui sont un peu émoussées sur ce genre d'étape, mais franchement, il a répondu présent. Ouais, sinon aussi pour revenir sur ce coup, c'était plutôt bien joué à la sortie du sprint pour le point du grimpeur remporté par Alex Baudin. Franchement, il y avait de quoi faire. Il y avait quand même quelques pourcentages dans ces derniers kilomètres, mais on a eu aucune chance du côté de ces deux coureurs. On a vu toutes les formations de sprinters bien préparées pour aujourd'hui. Je pense que les sprinters avaient très très faim après plusieurs étapes où ils n'ont rien pu faire. Oui, il n'y en aura pas 10 000 des occasions, on en a dit 5-6 au maximum, il y en a donc eu une aujourd'hui. Baptiste Weishofer est repris à 14 km de l'arrivée, et là, le gros point, la grosse info de l'étape, Loïc, c'est cette chute à 5,6 km de l'arrivée, à l'entrée de la ville de Pau. On sait qu'il y a beaucoup d'îlots urbains, d'aménagements, etc. Et là, c'est notamment une bonne partie du train de Tim Merlier de l'équipe Soudal. Alors Tim Merlier n'est pas pris, il est peut-être un peu ralenti ou déplacé, mais il n'est pas pris dans cette chute, mais c'est une partie du train de l'équipe Soudal, avec notamment, on a vu aussi à terre Alex Molenaar, de l'ancien porteur du maillot à poids de la Cara Rural, plus quelques autres coureurs. Et là, c'est le gros point qui change tout, parce que ça coupe le peloton en plusieurs morceaux. On a même vu Thorsten Train sans gravité, mais être aussi ralenti et avoir mis pied à terre à cause de cette chute. Bah oui, je pense que ça a été l'événement de la course, franchement. Sinon, ça a été une étape vraiment assez sieste, on va dire. Vraiment une étape qui, avec la chaleur environnante, m'a donné beaucoup envie de dormir. Franchement, on est revenu rapidement sur le point de meilleur grimpeur. Et le sprint, ça a été les seuls petits bonbons de cette étape. Sinon, on s'est quand même fait un peu suer. D'ailleurs, courage aux commentateurs qui ont dû commenter ça pendant 2-3 heures. Là, ça devait être assez compliqué, mais oui, du coup, cette chute qui arrive à 5,6 km avec, on a vu quand même tout le train de la Quick Step tomber. Même si Merlier, c'est quelqu'un qui peut se débrouiller sans un train, c'est quand même assez impressionnant, surtout que ils ont roulé toute l'étape, et Mollema, il avait l'air d'être quand même pas mal touché par cette chute. C'est celui qui est resté le plus à terre.
Oui, enfin, en tout cas physiquement à la caméra, c'est ce qui paraît. Enfin, il paraissait quand même assez touché avec des belles pizzas un peu partout. Après, on peut noter aussi Aurélien Paré peintre, mais ça avait l'air d'être sans gravité parce qu'il est allé congratuler Olaf Koy assez rapidement après. Donc, et puis Michael Matthews, hein, qui après son début de saison super compliqué avec ses chutes, sa maladie, qui rechute sur ce tour. Même si l'étape était vraiment pas faite pour lui, je pense que mentalement c'est super dur. Donc franchement, il fallait s'y attendre. Hein. C'est que aussi les déclarations qu'on a eues à la fin de l'étape. Ça a roulé quand même plutôt tranquillement sur toute l'étape et les derniers kilomètres, si tout le monde est en forme, tout le monde a du jus, plus un début de tour où tout le monde pense qu'il peut gagner, c'est le combo parfait pour avoir des chutes avec une entrée quand même dans la ville de Pau qui peut paraître un peu dangereuse avec beaucoup d'îlots urbains et des ronds-points un peu partout. Donc c'était sûr qu'il allait y avoir des chutes. Pour l'instant, aucun DNF, donc ça c'est plutôt positif. Après, moi je pense que ça a vraiment un rôle très très important dans la construction du sprint. On a vu des grappes de coureurs un peu partout sur le final. Ça a empêché beaucoup de coureurs à avoir des trains, notamment Merlier. Et Philipsen, on l'a retrouvé quand même assez isolé, je trouve aussi, même s'il avait quand même un peu plus de monde. Et c'est le plus opportuniste parce que Olaf Koy, quand même historiquement, quand il était chez Visma, il n'avait pas forcément de train non plus. Et là, on le voit parfaitement se débrouiller avec le train des Astana, bien se placer et aller gagner. Donc finalement, le sprinter le plus malin gagne sur cette fois-ci. Donc c'est le plus fort et le plus malin. Donc franchement, cette chute a eu vraiment des conséquences, mais elle aurait pu avoir encore plus de conséquences parce qu'on a quand même vu des favoris être bloqués par les chutes, par rapport à cette chute-là et perdre du temps en fait au chrono. Mais finalement, on se rend compte que tout le monde est mis dans le même temps, donc sans gravité pour le maillot jaune par exemple, ou pour Vingegaard qui s'est retrouvé à passer l'arrivée un peu plus tard que par exemple un Pogacar ou un Paul Sexas. Donc il faut quand même faut toujours faire gaffe à ces étapes de sprinter quand même. J'ai toujours peur qu'un favori tombe sur ces moments-là. Donc c'est très bien qu'il y ait cette règle des 5 km qui soit appliquée et que tout le monde soit dans le même temps. Ouais, journée un peu frayeur pour Jonas Vingegaard, un problème mécanique à 50 km de l'arrivée. Puis, sans voilà, très très vite dépanné par son équipe, on sait qu'il optimise tout. Et puis, effectivement, une chute où il est ralenti, donc il fournit un gros effort dans le final, ne sachant pas s'il va être remis dans le même temps que Pogacar, Remco, Paul Sexas, etc., qui eux ont aussi dû faire un effort pour terminer l'étape. Vous avez le classement de l'étape sous les yeux, hein, donc Olaf Koy qui remporte le sprint devant Max Kanter, Tim Merlier qui part de très très loin, qui remonte, il est aussi rapide que Olaf Koy, mais il part 10 places plus loin, donc forcément aucune chance de remonter le néerlandais. Arts Hub Hartz qui était très bien placé au niveau de la loto, qui termine une belle 4e place. Jasper qui était dans la route Team Merlier, Jasper Philipsen qui fait 5e. Binal Girmay et Mats Pedersen, les deux candidats les deux premiers au niveau du classement du maillot vert, terminent 6 et 7. Milan Fretin qui était parmi les coureurs bien placés au début du sprint, malheureusement il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, qui termine 8e. Pourtant il était bien encadré par les coéquipiers de la Cofidis. La Cofidis avait vraiment évité cette chute et était très bien placé dans les derniers kilomètres. Anthony Turgis, toujours présent pour gratter des petits points pour la Total Energy, vient terminer 9e, et le 10e, Søren Warrenschol de la Uno X. Eux aussi, la Uno X fait partie des quelques trains qui sont passés, qui sont un peu passés entre les gouttes de la chute à 5 km de l'arrivée. Donc c'est fait parmi les trains qui étaient les mieux placés. Melvin, Olaf Koy était non seulement très bien placé, au démarrage de son sprint, il est en 4e, 5e position dans la roue des coéquipiers de Max Kanter et de Milan Fretin, et surpuissant, le néerlandais, à part Tim Merlier en termes de... Et ça se joue à pas grand chose avec Tim Merlier en termes de pointe de vitesse pure, il est clairement le numéro 1 en ce moment. On l'a vu célébrer avec beaucoup de hargne. Je pense il revient de loin et ça fait vraiment super plaisir de le voir capable de faire un tel sprint. Il y avait exactement ce que disaient les commentateurs d'Eurosport. Je crois que c'était Steve Chenel qui disait qu'il fallait mêler à la fois un bon placement et beaucoup de puissance, et il a fait exactement ça. Et c'était
le plus puissant des coureurs qui étaient bien placés. Max Canter a manqué un petit peu d'explosivité directement. Je pense qu'il était en fin de vitesse avec Tennyson devant lui et d'autres coureurs comme Hubbard qui est très bon mais qui est quand même un peu limité à pas su faire la différence. Et on a vu des coureurs revenir de loin, Merlier, Philipsen notamment. Je pense que Lafcoy a parfaitement saisi cette opportunité. J'ai hâte de le voir avec une vraie confrontation avec un team Merlier parce que des images qu'on voit là, Merlier est terrifiant et je pense que ça va scorer très prochainement. Et un Philipsen qui arrive à être là dans le sprint. Aussi un Pedersen, on va en parler je pense du maillot vert juste après, mais c'était très intéressant ce sprint. Ouais, Loïc, pour terminer avec Olaf Koy, non seulement l'un des porte-étendards avec Mathieu Van Der Poel du cyclisme néerlandais, 51e victoire en carrière à 24 ans, et surtout, on l'a vu depuis quelques semaines, là, au mois de juin, au mois de mai, quand ils ont un peu fait leur reprise avec Tim Merlier, et là on le voit sur le Tour de France, Loïc, en termes de pointe de vitesse pure sur le plat, Olaf Koy est le seul qui peut tenir tête à Tim Merlier sur ce Tour de France. Bah oui, c'est vraiment la conclusion qu'on peut avoir. C'est-à-dire que Philipsen, lui, l'avantage, c'est qu'il est extrêmement bien placé et qu'il sait parfaitement se déplacer dans un peloton qui va au sprint. C'est un peu la même chose pour Guillermet. Du coup, Olaf Koy, ça fait un an que je trouve qu'il monte en puissance par rapport à un Merlier. Je trouve que sur le Tour des Pays-Bas, il avait réussi à rivaliser avec Merlier et puis bon, ils se présentent tous les deux comme les favoris en fait du sprint mondial actuellement. Après, Merlier, je trouve qu'il a quand même l'avantage d'avoir un train qui, quand il est présent, le permet de le mettre facilement sur orbitre. Donc franchement, ça va être un Tour de France qui va montrer de belles choses au niveau du sprint. Et Olaf Koy, je le dis à nouveau, mais après ce début de saison compliqué, il avait montré sur le Tour de Belgique qu'en fait, il pouvait rivaliser avec les meilleurs sprinteurs, même sans avoir beaucoup couru. Et moi, je m'étais beaucoup inquiété justement de cette signature pour la Décathlon parce qu'on ne le voyait pas courir. Et finalement, il a fait le boulot. Il a fait ce qu'on lui demandait, il a gagné une étape sur le tour, c'était l'objectif de l'équipe. Maintenant, Decathlon va pouvoir prendre ce tour sans pression, ils ont atteint les objectifs qu'ils avaient annoncés. Peut-être qu'ils ont cherché d'autres étapes, mais maintenant il n'y aura que du bonus. Et Olaf Koy vient de justifier son salaire, donc franchement, une super continuité, quoi. Et puis on le voit, un dernier point sur la Décathlon Olaf Koy, on le voit avec la surpuissance des armadas UAE et Visma. On va pas demander à Paul Sexas, à l'équipe de Paul Sexas, de rouler, de faire le tempo en montagne. Ce sera soit les Visma, soit UAE, soit éventuellement, dans un cas exceptionnel, les Red Bull Bora. Et donc du coup, avoir un ou deux coéquipiers avec Paul Sexas pour l'accompagner dans les étapes de montagne, c'est très bien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une équipe complète qui lui soit dédiée, et donc d'avoir un pôle avec Chesbol, notamment en lanceur, Olaf Koy, plus des Tiges Benoît, des Dan Uluk qui peuvent servir, qui ont servi dans le contre-la-montre par équipe et qui peuvent servir sur les étapes comme aujourd'hui, c'est tout à fait gagnant. Et c'est effectivement la conclusion qu'on peut tirer de l'étape d'aujourd'hui. C'est un pari gagnant pour la Décathlon CMA CGM, sachant qu'il reste potentiellement 4 ou 5 sprints pour Olaf Koy sur ce Tour de France. Alors peut-être pour des coureurs comme Olaf Koy, peut-être plus 3 ou 4, parce que l'étape de Voiron, elle est peut-être un peu difficile, mais enfin, on aura le temps d'en reparler lors d'une prochaine épisode de la quotidienne, parce qu'évidemment, Olaf Koy fera partie, comme d'habitude, de nos 1 ou 2 gros favoris en cas de sprint massif. On continue à parler du sprint avec le classement du maillot vert, que je vous affiche, le top 10, donc la bonne opération du jour, c'est Mats Pedersen qui conforte son maillot vert, 3e du sprint intermédiaire, 7e d'aujourd'hui dans un sprint massif où il n'est pas forcément le meilleur. Il est quand même en tête avec 143 points. Binaï Girmay, son principal adversaire, est deuxième avec 79 points. La remontée spectaculaire du jour, c'est évidemment Max Canter avec 2 deuxièmes places au sprint intermédiaire et à l'arrivée qui est à 77 points. Olaf Koy n'avait pas marqué de points, il a gagné aujourd'hui, il en marque 70, il est donc 5e. Jasper Philipsen, l'autre grand candidat pour ce maillot vert, est à 72 points. Il a un tout petit peu de retard quand même sur Binaï Girmay, mais enfin rien d'irrémédiable pour l'instant. Et puis après on retrouve les vainqueurs d'étape, on va dire, voilà, les coureurs, les Pogacar, les Vingegaard, les Del Toro, etc., qui ont marqué des points. Melvin, sur ce classement du maillot vert, Pedersen avait pris l'avantage hier, évidemment, avec sa victoire. Il a quand même mis des points importants aujourd'hui. Il y a quand même 2 nouveaux candidats qui viennent se mettre à la lutte très fort. Olaf Koy, on verra, parce que pour l'instant il l'a pas joué, mais peut-être que l'appétit va venir en mangeant, peut-être que ça va finir par l'intéresser. Et Max Canter, qui lui par contre a montré
montrer des velléités. Est-ce que ces deux candidats peuvent venir perturber le trio qui a fait du maillot vert l'objectif de ce Tour de France? Bien sûr qu'ils peuvent perturber, mais je pense que cette étape nous a montré à quel point Mats Pedersen avait raison d'y croire, avait raison de prendre tous les points qui étaient prenables. Et puis on voit bien que là, sur une arrivée comme celle-ci, un Merlier qui est peut-être le plus fort aujourd'hui ne va même pas chercher des très gros points, parce que les plus gros points, on sait que c'est quand même la première, voire la deuxième place. Mais Mats Pedersen était encore là dans le sprint, il termine 7ème, il me semble, donc il marque quand même pas mal de points. Il était là sur le sprint inter aussi, je pense qu'on va le voir se donner un peu plus sur les sprints inter qui sont quand même pas mal rentables, avec 20 ou 25 points en fonction de qui il y a devant. Et je trouve que Pedersen là, a quand même une avance qui est très intéressante. Si Olaf Koy et Tim Merlier, comme on l'a peut-être un peu dit précédemment, se tirent la bourre et alternent les victoires, je pense que Pedersen sera là pour récupérer derrière les points qu'il lui faut. Et moi, je pense que ça veut un peu tout dire qu'Olaf Koy et Tim Merlier ne jouent pas vraiment le sprint inter. S'ils voulaient ce maillot vert, je pense qu'ils pourraient aller chercher un... Ils sont tellement puissants qu'il leur suffirait de juste se placer et aller chercher une 4-5e place sans faire trop d'efforts et un petit déblocage. Donc je pense vraiment pas que ça soit un objectif. Est-ce que ça veut dire qu'ils visent pas de terminer le tour, par exemple, à Olaf Koy en dernière semaine? C'est une bonne question et je sais pas trop ce que vous en pensez, vous. On va entendre Loïc, qui on n'a pas encore entendu sur ce début de tour, sur ce maillot vert au bout de ces 5 premières étapes. C'était la première vraie étape pour Sprinter aujourd'hui. Est-ce que selon toi, avec son début de tour très réussi, est-ce que Mats Pedersen tient le bon bout, ou est-ce que Girmay et Philipsen, voire Max Kanter, mais surtout Girmay et Philipsen ont une chance de revenir sur le Danois? En fait, je pense que, franchement, sur un sprint plat, je pense que pour un Guilherme, c'est très compliqué d'aller gagner en fait contre un Merlier ou un Olaf Koy. Idem pour Philipsen et idem pour Max Kanter. Pedersen, il a l'avantage de pouvoir aller chercher beaucoup des sprints intermédiaires et en fait se replacer en fait dans une échappée et d'aller gagner comme il avait pu faire hier. Donc étrangement, malgré ce que je pensais au début de tour, en fait, il s'annonce quand même comme l'un des très grands favoris pour ce maillot. Après, il faut jamais. Je pense qu'il faut jamais enlever, par exemple, un Tim Merlier ou un Olaf Koy qui, eux, vont peut-être aller chercher un peu moins les sprints intermédiaires, mais vont vraiment gazer sur les purs sprints. Franchement, ce sera un des trois. Franchement, je vois pas Guilherme aller chercher ce maillot vert. Je pense que sur un sprint au plat, il est moins fort. Il faudrait qu'il aille se mettre en échappée pour aller gagner une étape. D'accord, il est en forme, mais moi, ça fait quand même depuis son maillot vert sur le Tour, j'ai plus de mal à croire en fait dans Bignam. Ses performances m'ont pas vraiment convaincu en fait ces dernières années. Cette année, il gagne en début de saison en Espagne sur une course de pré-saison, on va dire. Mais depuis, il est placé. Oui, il gagne sur le Tour de Belgique, excusez-moi, la première étape. Mais je le vois vraiment pas gagner contre les vraies grosses cuisses. Donc non, moi je pense que ce sera ou Pedersen ou Tim Merlier, honnêtement. Je vous montre le profil de l'étape de demain parce que ça me permet de faire la transition, puisque vous voyez le sprint intermédiaire de Pouzac après 61,5 km, juste derrière qui enchaîne la côte, 4e catégorie, la côte de Loucrou, donc 1,8 km à 7,2%. De nouveau, là, Melvin, une belle occasion pour Bina Guilherme, Philipsen et surtout pour Mats Pedersen qui a des jambes incroyables, de mettre un gros tempo les 60 premiers kilomètres, lâcher les sprinteurs dans la bosse, aller récupérer les points de sprint intermédiaire, puis de bâcher pour la journée. Est-ce que tu penses que, parce qu'après on va s'intéresser à la suite de l'étape, mais pour terminer avec ce chapitre maillot vert, est-ce que tu penses que Pedersen et la Lidl Trek vont vouloir faire les 70 premiers kilomètres demain pour récupérer les points du sprint intermédiaire devant les purs sprinteurs? Honnêtement, je crois pas trop à cette stratégie parce que ça va coûter énormément de coéquipiers alors que... Enfin, peut-être pas beaucoup, mais ça va coûter beaucoup à des équipiers très très forts. Et je pense qu'un certain Ayuso a quand même envie d'avoir des équipiers. Et je vois plus un Pedersen se débrouiller un peu tout seul avec un deuxième coéquipier. Est-ce qu'un Vacek en allant dans l'échappée? Oui, plutôt essayer de suivre les coups de l'échappée. Et je pense qu'en se plaçant comme ça, en étant dans un groupe de 25-30,
sans les sprinters, je pense que c'est la meilleure stratégie à faire parce que cramer des équipiers face à une multitude de coureurs qui seront tentés pour partir dans l'échappée, moi ça me paraît être calcul un peu difficile. Ouais, pareil Loïc, Pedersen à l'attaque demain dans l'échappée et c'est sûr que les Girmay, les Philipsen, voire les Max Kanter vont essayer de se glisser également pour faire les 60 premiers kilomètres à l'avant. Oui, franchement, moi je pense que ça va être dans l'échappée pour aller chercher le sprint intermédiaire. Ça arrangera beaucoup d'équipes en fait de passer des coureurs à l'avant. Et la Lidl Trek ne fera jamais rouler, par exemple, leur support de montagne pour aller chercher ce sprint intermédiaire, alors que tu as Ayuso que tu payes des millions pour le classement général et alors qu'il est encore placé. Donc non, je pense vraiment que ça va se jouer dans une échappée avec une grosse échappée et finalement après certains sprinters mettront le clignot comme ce qu'on avait vu hier. Donc oui, ça va jouer dans l'échappée, je pense. Et donc vous voyez le reste du parcours, hein, la grosse étape pyrénéenne de ce Tour de France, la vraie grosse étape de montagne de cette première semaine. Il y en aura d'autres évidemment en deuxième et surtout en troisième semaine, avec donc l'enchaînement traditionnel Aspin-Tourmalet, puis on descend à Barèges, on descend à Luz-Saint-Sauveur, et là au lieu d'aller de prendre à droite direction la vallée, on prend à gauche pour remonter à Gèdre, donc direction le cirque de Gavarnie. Une montée pas très difficile, mais extrêmement longue. Moi, j'ai eu l'occasion de la faire il y a quelques étés de ça, il y a 2 étés de ça. On n'en voit jamais le bout. On est tout le temps en prise, du replat, de la remontée, du replat, de la remontée. C'est pas un vrai col comme le Tourmalet où on met un braquet et puis on galère jusqu'au sommet en gardant son rythme. Là, il faut tout le temps relancer. On est souvent en prise avec le vent l'après-midi. 18,7 km à 4% de moyenne. Il y a des passages quand même de souvenirs où on a quand même du 7-8%, mais ça dépasse jamais les 7%. Justement, ça reste très roulant. Mais enfin, après une grosse journée, ça peut faire très mal aux pattes. Il faut encore avoir de l'énergie pour envoyer les watts. La question qu'on va se poser, Melvin, c'est demain. On a vu les UAE bâcher hier. Aujourd'hui, on a laissé le maillot. Est-ce que Pogačar va vouloir tout faire péter dans le Tourmalet? Pour moi, ça va être showtime, hein. Ils vont tout donner, les UAE. Ils vont mettre un rythme de fou furieux et on va avoir une démonstration de Tadej Pogačar. J'en avais déjà parlé avant, mais Pogačar ne va pas du tout escamoter ce Tourmalet. Selon moi, c'est une des ascensions les plus dures de ce Tour de France. Et c'est pas le fait qu'elle soit placée loin de l'arrivée qui lui fait peur. On sait qu'il peut même encore creuser beaucoup plus dans la vallée ensuite. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, ça va plutôt être la lutte derrière. À voir est-ce que la UAE utilise toute son équipe jusqu'à Isaac Del Toro. On l'a vu, ce qui était intéressant, c'était ce lancement de sprint à l'arrivée des angles. On a vu qu'Isaac Del Toro avait tout donné. Mais il a eu besoin de quelques secondes pour se remettre et après il s'est calé dans les roues derrière. Est-ce qu'on va avoir un peu le même scénario et surtout quelle roue va-t-il accrocher après? Est-ce qu'on aura un Vingegaard qui va suivre un peu plus longtemps? Je pense que cette étape du Tourmalet, c'est l'étape qu'on attend depuis bientôt 1 an. On espère voir une hiérarchie qui est un peu bouleversée, mais moi j'y crois pas du tout. Je pense que Pogačar a déjà montré ces derniers jours qu'il est largement au-dessus et je pense que c'est plutôt derrière qu'on va se délecter du duel ou même de plusieurs d'autres coureurs qui vont participer à la lutte pour la 2e place. Donc ton pronostic pour toi demain, c'est Pogačar en solitaire? Ouais, avec une belle avance parce que derrière Isaac Del Toro, il va gêner les relais derrière et il va décourager tout le monde. Je pense que la course va être terriblement pliée demain. J'espère me tromper. Loïc, toi, peut-être que tu as un avis différent sur la question. Est-ce que Jonas Vingegaard, qui a toujours été plutôt très bon dans le Tourmalet, historiquement, est-ce que Jonas Vingegaard affûté sur un effort qui n'est pas un effort de puncher, mais un effort de pur grimpeur de haute montagne, est-ce que Jonas Vingegaard parvient à tenir son duel face à son meilleur némésis? Alors, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, comme d'habitude, hein. Mm-hmm. Tadej Pogačar, il aime pas la chaleur, il fait extrêmement chaud en ce moment. Il a dit qu'il avait mal à la tête hier. C'est pour ça qu'ils n'ont pas roulé sur l'échappée. Bon, est-ce qu'on y croit? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que physiquement, c'est pas les conditions qu'il préfère.
Vingegaard, il a plus travaillé en fait la haute montagne que le punch, contrairement à l'année dernière. Donc, je pense que c'est vraiment son terrain. Après, dans un autre sens, UAE, il faut pas oublier qu'ils sont deux. C'était la situation qu'il y avait avec Visma à une certaine époque où il y avait Roglic et c'est comme ça en fait qu'ils avaient réussi à complètement défoncer Pogačar dans les ascensions. En fait, c'est qu'ils jouaient le jeu avec Roglic où ils se prenaient des attaques de partout et finalement, j'ai peur que la même histoire se passe avec Vingegaard. En fait, c'est que en fait Isaac, pour l'instant, c'est ce que j'ai dit aussi sur les previews, c'est que pour moi c'est le troisième homme de ce Tour de France. Il sera peut-être le seul à pouvoir accompagner les deux fous furieux avec Sexas s'il est vraiment en forme aussi. Mais franchement, j'ai peur qu'en fait sur une ascension par exemple du Tourmalet où en fait ils vont assez vite s'isoler parce que ça va se jouer à la pédale et les plus forts vont ressortir. J'ai bien peur que Vingegaard se prenne beaucoup d'attaques et en fait soit dans la nécessité de laisser partir un Del Toro ou en fait doivent subir la loi de Pogačar. Donc est-ce qu'il va se retrouver? J'ai bien peur de voir un Pogačar en fait s'isoler dès le col du Tourmalet et après creuser dans la descente pour après faire une ascension au train et avec un Vingegaard qui aura Del Toro dans sa roue sur tout le long et qui va devoir chasser. Donc j'ai bien peur que ce Tour de France puisse se jouer dès demain, comme ce qu'avait dit Melvin et Titien sur la preview sur l'étape où tout peut jouer. J'ai peur que ça soit ça qui arrive. Et après, en soi, j'ai peur. Non, ce sera un magnifique spectacle et ce sera super à suivre. Mais pour moi, je vois vraiment ce scénario où en fait il y aura une isolation des favoris avec Del Toro qui jouera le jeu du AE et Pogačar qui va en bénéficier, quoi. Là, l'autre gros client et un client qui n'a pas des bons souvenirs avec le col du Tourmalet, c'est un certain Remco Evenepoel, actuellement extrêmement bien placé au général au niveau des favoris, évidemment très loin de Thorsten Train, mais Thorsten Train, lui, il va essayer de se battre demain pour garder son maillot jaune et de perdre le moins de temps possible. Il a une bonne avance, hein, donc il a des bonnes chances de le garder s'il garde la forme de ces derniers jours, le Norvégien. Remco Evenepoel a quand même, Melvin, malgré le fait que ce soit pas son terrain préférentiel, il a quand même un avantage, c'est que non seulement il a une grosse équipe, donc il peut potentiellement être aidé par des Lipovitz, par des Jane Lay, par des coureurs comme ça. Et en plus, il y a toute la vallée derrière, et on sait que faire une poursuite dans une vallée, il n'y a quasiment personne, à part peut-être Tadej Pogačar lui-même, mais en général, c'est plutôt celui qui est devant, Tadej Pogačar. On sait qu'à part Tadej Pogačar lui-même, Remco Evenepoel est quasiment le meilleur au monde pour ce qui est de faire la poursuite dans des vallées tellement il est aéro. Est-ce que ça peut pas sauver Melvin, Remco Evenepoel, en disant il va se faire distancer dans le Tourmalet par Vingegaard et par Pogačar, mais il peut limiter en revenant dans la vallée et en profitant aussi de son travail et de celui de ses coéquipiers. Ça, c'est un scénario dans lequel Remco Evenepoel est en grande forme. Moi, je suis quand même un peu inquiet de ce que j'ai vu depuis le début du Tour de France. Ok, il était plutôt fort à Barcelone, mais sans être exceptionnel. Et surtout, il a montré quand même quelques signes un peu étonnants dans la montée des angles. On sait qu'il a peut-être pas le meilleur punch du monde, mais dans les moments où il est quand même très fort, il est capable normalement de rivaliser avec les meilleurs du monde. Est-ce que c'était juste un petit coup moins bien, un manque d'explosivité, il est plus concentré sur la montagne? Je pense que c'est le scénario qu'on espère, parce qu'on a envie quand même de voir Remco Evenepoel être acteur. Là où je doute un peu plus, c'est mentalement, est-ce qu'il va être capable d'accepter l'humiliation que tous les coureurs pour moi vont prendre par Tadej Pogačar? Je vois aussi un Jonas Vingegaard extrêmement affûté et capable d'être super fort. Isaac Del Toro, c'est la même chose. Donc est-ce que Remco va être capable de jouer un peu derrière et de penser à la redescente à la montée suivante qui lui correspond super bien? Là, ce qui me fait peur aussi, c'est que s'il se retrouve en bas dans un groupe avec plusieurs coureurs qui savent que Remco Evenepoel mentalement est un peu friable, ils vont peut-être décider de ne pas lui prendre de relais, lui il sera trop fort et les autres coureurs n'ont pas passé avec lui. Et là, il peut complètement s'énerver et péter les plombs et décider de complètement abandonner le classement général. J'espère qu'on n'assistera pas à ça quand même, mais c'est un scénario qui me fait très très peur parce que est-ce qu'il sera capable de basculer assez proche pour rentrer dans la descente? Parce que attention, devant,
Moi, je vois un Paul Sexas, c'est le genre de coureur qui va pas se relever dans la descente, même s'il a un Isaac Del Toro dans la roue, il va prendre des relais. Est-ce qu'il prendra ses relais avec un Lipovic, avec un Vingegaard ou même un Ayuso? C'est tout l'enjeu de l'étape de demain, moi je trouve, Remco, et il y a beaucoup d'incertitudes autour de lui, je trouve. Loïc, on va parler stratégie. Il y a un scénario et on sait que les UAE, s'ils ont un point faible, c'est l'aspect stratégie où on les a vus rien que l'année passée sur le Giro avec un certain Simon Yates et Isaac Del Toro. Tiens, un profil un petit peu comme celui d'aujourd'hui, un col très difficile, une descente, puis après une vallée qui remontait. Alors la montée de Sestrière est un petit peu plus difficile que celle de Gavarnie, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. On a ce profil d'étape, moi ça me fait penser à ça. Et il y a quand même une stratégie pour résister au UAE. C'est vrai que si on part en ouate pure, Pogacar, à moins d'un coup de chaud, sera largement au-dessus de la mêlée. Par contre, Loïc, est-ce que pour Visma, Decathlon, voire la Red Bull, voilà, parce que c'est les principaux adversaires, hein. Lipovic, Remco, voilà, après on peut parler d'Ayuso, mais bon, voilà, on va voir ce qu'il peut faire l'Espagnol demain, on espère le meilleur pour lui. Est-ce que pour ces trois équipes, l'idée c'est justement pas d'envoyer des mecs à l'avant, prendre un maximum d'avance possible, 7, 8, 9 minutes, en espérant que la UAE roule pas trop fort dans le première moitié de l'étape, pour avoir des gars pour rouler dans la fin de l'étape, dans la vallée, si Pogacar part tout seul dans le Tourmalet, on sait que c'est quand même 18 km de vallée, et avoir des Tiege Benoît, des Jorgensen, des Maxime Van Rils, ce genre de profil pour rouler dans la vallée. Est-ce que c'est pas ça l'idée qui pourrait sauver les challengers? Alors, Nico, j'ai bien peur que oui, tu peux envoyer tous ces seconds couteaux à l'avant. C'est même des bons si, coureurs quand même, c'est des bons en coureurs. fait, c'est des très bons coureurs. C'est des coureurs qui ont des qualités exceptionnelles. Moi, je pense que la Visma est une équipe qui est incroyable avec des Jorgensen, des Kuss, des Piganzoli qui ont des qualités qui sont incroyables. Mais en fait, faut se dire qu'on se bat contre Tadej Pogacar. Je suis désolé de tuer le suspense, mais en fait, ça fait popcorn au bout de 2 kilomètres en fait sur une ascension, parce que en fait, c'est des coureurs qui tiendront pas la roue, qui en fait auront des utilités qui seront super faibles sur des temps très très courts. Non, Donc, mais je parlais pas de ça, Loïc. Je parlais de je- les envoyer à l'avant. mais je sais Que les leaders je sais retombent dans la descente du Tourmalet, qu'ils attendent dans la descente, un peu à la manière de Van Aert la dernière fois en 2023, tu sais, où il y avait l'arrivée Pogacar avec Vingegaard qui avait pris l'avantage le maillot jaune, et il y avait Van Aert qui attendait en avant, et Pogacar avait tenu dans cette montée nucléaire du Tourmalet en 2023. Moi, je parle de ce scénario-là, parce que la dernière montée convient à des coéquipiers. Il n'y a pas des pourcentages pour qu'ils se fassent facilement lâcher. Oui, mais franchement, j'y crois pas trop, hein. Moi, je suis désolé, mais même si tu envoies des épis à l'avant, Pogacar, il sera toujours là, il sera toujours dans le groupe, et peut-être qu'il prendra peut-être pas de temps sur cette étape-là alors, mais il va régler tout le monde au sprint, ou il va attaquer à 500 mètres, et au punch, il y aura personne pour pouvoir aller chercher, et en fait, il y aura Del Toro derrière pour contrôler. Donc, oui, tu peux faire une course tactique, oui, mais en même temps, niveau équipe, en fait, c'est UAE qui a le meilleur deuxième, en fait. Bon, selon moi, en tout cas. Ah Même non, mais si c'est le la meilleur, Red c'est le Bull meilleur deuxième, c'est même pas un deuxième, c'est un bis, donc oui. Oui, mais après, à part la Red Bull qui pourrait jouer sur son équipe, mais en soi, Lipovic, tu pourras pas l'envoyer à l'avant. Il sera pas autorisé de partir à l'avant. Donc, comme on l'a dit, la fragilité mentale de Evenepoel, je sais pas vraiment si j'y crois à cette histoire-là, parce que je pense que finalement, ça sera un rôle toujours, et il sera tellement frustré, tellement énervé qu'en fait, il va envoyer des boîtes sur une montée qui lui correspond vraiment bien. En fait, cette dernière ascension, c'est pas des forts pourcentages, c'est vraiment le terrain de jeu de Evenepoel. Donc, s'il passe le col du Tourmalet, je pense qu'il sera présent parmi les favoris. C'est pas une étape que je trouve dangereuse pour Evenepoel. Je pense que c'est plus sur les dernières étapes de ce tour que Ouais, là, c'est là ça qu'est le sera gros vraiment risque, beaucoup ouais. plus compliqué pour lui. Oui, Ouais. Là, mais... je pense que... Vas-y. Non, vas-y, termine.
Non, je pense que là, il tiendra le coup et il sera parmi les favoris. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite aux Belges, Melvin, sur cette stratégie d'envoyer dans l'échappée et de prendre de l'avance avec des Nicolas Prodhomme, des Jane Lay, voilà, peut-être des troisième, quatrième couteaux, mais qui passent quand même bien la montagne et qui peuvent justement après rouler dans la plaine si Pogacar prend l'avantage dans le Tourmalet, donc qui attendrait les leaders qui seraient 30 secondes, 1 minute 30 derrière pour essayer de limiter la casse. Est-ce que c'est pas un truc que tu vois possible pour toi, ou alors UAE va vraiment filtrer et va rouler dès le début de l'étape sur tous les coéquipiers des leaders? Ouais, moi, je vais un peu casser cette J'essaye parce que stratégie. mais Melvin, j'essaye de trouver des solutions parce que si on fait du 1 contre 1, Pogacar va gagner. Donc Ouais, mais moi, c'est pas le manque d'envie des autres équipes. Pour moi, je pense que la UAE est venue avec un plan sur ce Tour de France. Sont reposés là pendant 2 jours. Ils vont se reposer pendant 3 ou 4 jours après. Je suis persuadé que du début à la fin de cette étape, on va voir la UAE mettre un tempo d'enfer avec des roules toujours c'est sur Nils le Pollitt début. On d'entrée va pour voir toi. Pour toi, c'est du Nils Pollitt d'entrée pendant 100 bornes. peut-être Vermersch d'abord, ou Nils Pollitt. Peut-être qu'ils vont se relayer. Après, on sait que c'est le genre de coureur qui préfère rouler à fond tout seul pendant 50 ou 60 bornes avant de s'écarter. Mais pour moi, on va avoir un rythme d'enfer. Et l'échappée ne verra même pas le sommet du Tourmalet, même la moitié du Tourmalet. Donc pour moi, tous les coureurs qui seront envoyés à l'avant ne serviront à rien. J'ai très peur du rythme dans la sprint déjà et dans le Tourmalet. Ah ben vous êtes Je pas vois prêt, pas Melvin. Melvin, vous êtes pas prêt pour la montée de Tim Wellens et de Gross Schartner dans l'Aspin. Hein. Ah mais ça va être exceptionnel et je pense qu'on va avoir aucune chance de mettre la moindre stratégie. En fait, la UAE a le meilleur coureur du monde, donc pourquoi faire rentrer de la stratégie quand on peut juste bourriner? Et ça risque d'être absolument terrible. Je suis un peu défaitiste, mais je vois une UAE qui s'est reposée sur 2 étapes. Là, je pense qu'il y a des coureurs qui ont juste qu'une envie. On les connaît, Alénis Polite, hein, il a juste envie de bourriner demain. Donc prono, j'ai demandé à Melvin, Loïc, ton prono pour demain, Pogacar en solitaire. Alors, oui. Oui, c'est ça, oui. Malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, comme je le dis, il faut rester neutre chez Radio Fringale. Hein. On nous a vivement critiqué plusieurs fois sur le fait qu'on serait anti-Pogacar. Moi, je trouve ça magnifique de le voir gagner comme ça en solitaire. Et je pense que sur le Tourmalet, je pense que vraiment que ça peut arriver. Donc oui, ce serait magnifique pour Tadej Pogacar, peut-être un peu moins pour le Tour, que ça se joue aussitôt. Mais c'est le danger d'avoir mis une telle étape en début de Tour. Mais en soi, des fois on critique le parcours parce qu'il n'y a pas assez de montagne au début et c'est compliqué. Et quand on met une étape de montagne, on serait peut-être pas content non plus parce que les écarts sont déjà faits. Donc écoute, on va profiter du vélo et de l'étape de demain qui sera très belle. Moi, je vous le dis, le seul adversaire de Tadej Pogacar demain, on va dire lui-même, mais pour moi, c'est surtout le soleil et la chaleur. Si Pogacar est à 100% de ses moyens, 100% de ses moyens en situation de canicule, hein, on sait que quand on commence à rouler à plus de 30 degrés, les performances descendent, parce que la température idéale pour faire du vélo, c'est, d'après les différents médecins, c'est aux alentours de 22-23 degrés avec une toute petite brise légère. Ça, c'est les conditions parfaites au niveau de la performance, mais tout le monde subira ces conditions de canicule demain. Donc pour moi, si Pogacar n'a pas de coup de chaud, demain va être une démonstration d'une violence rare. Par contre, il y a toujours cette option de, évidemment, hein, on souhaite pas qu'il soit malade, on souhaite pas évidemment qu'il tombe. Tadej Pogacar, on est très très loin de souhaiter ça. La seule chose qui peut potentiellement l'empêcher de tout écraser demain, c'est un coup de chaud, un coup de moins bien, un coup de soleil comme il en a eu, avec un peu la tête qui tourne, où il serait peut-être pas en mesure, alors il sera pas à la ramasse non plus, faut pas déconner, mais il sera peut-être pas en mesure d'écraser la course comme les UE prévoient de l'écraser. En tout cas, c'est ça. Et on va suivre évidemment la course pour le podium, hein, qui va être passionnante. Vingegaard, Sexas, Ayuso, les Red Bull Bora, Remco Evenepoel, Lipovitz. Est-ce que Thorsten Train peut garder son maillot jaune demain, malgré le fait qu'il va faire popcorn dans le Tourmalet, mais qu'il va se battre, le Norvégien, pour garder son maillot jaune. Voilà le programme. Soyez devant l'écran si vous en avez la possibilité, parce que ça va être une grande étape de montagne des Pyrénées. On termine avec le point Prono Vélo. Loïc, quelles sont les infos du côté de Prono Vélo aujourd'hui après cette 5e étape ?
Alors après cette 5e étape, je peux vous dire que chez Radio Fringale, il faut jamais écouter nos pronostics parce que personne n'a parié sur la victoire de Lovecoy. On a On une est super, majorité on de est super personnes bon, il n'y a rien à dire. Ouais, on est super fort. Je pense que peut-être que certains chroniqueurs ont voulu le garder dans leur poche, mais en tout cas, la majorité des gens ont voté pour un Jasper Philipsen ou un Tim Merlier. Titien aura pronostiqué Binien Gamay, donc c'était le choix original que Balthazar aussi avait pu faire. Finalement, au niveau du classement général, franchement, n'écoutez jamais mes conseils parce que je suis lanterne rouge bien loin, mais bon, j'ai quand même gardé mon bonus parce que j'avais parié sur Plap en début de tour et ça m'a apporté de mauvaises, enfin, un mauvais résultat. Titien, lui, garde sa première place et Adri est deuxième alors qu'il garde encore son bonus. Première place Radio Fringale, hein. Première place Radio Fringale, mais c'est pas le premier du classement de la Ligue. Hein. Oui, c'est le premier du classement Radio Fringale. Après, au niveau de la Ligue, on a Zeus qui est en première place. Bon, je savais pas qu'on avait des abonnés qui étaient dieu grec. Donc on le salue s'il nous écoute. Hein, bravo à toi. Ouais, bravo à toi qui a moins 11 points et qui a encore son bonus. Donc je sens que on va se faire voler notre boulot de chroniqueur, Melvin. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que nous pour pronostiquer des étapes et j'espère que vous allez quand même accepter de continuer à nous écouter blablater. Bunsty, on dit des fois un peu des conneries, surtout moi. Melvin, tu avais joué qui aujourd'hui ? Moi, j'avais joué Philipsen, je l'avais annoncé hier dans le débrief de l'étape d'hier et je trouve que j'assume au moins ce que j'ai dit, contrairement à certains autres chroniqueurs qui jouent pas du tout ce qu'ils ont annoncé à nos auditeurs. Donc, m'écoutez pas sur la prochaine étape, mettez autre chose que Pogacar et puis voyez le résultat. Et on vous remercie évidemment d'être aussi nombreux à participer à la Ligue Prono Vélo, plus de 400 personnes. Et donc, continuez à miser tous les jours. Et puis, quand les noms vont commencer à se raréfier en 3e semaine, là, on va bien se marrer parce qu'il peut y avoir des gros coups et des remontadas incroyables. C'est pas parce que c'est très serré dans les 2 premières semaines que tout peut changer. Je compte là-dessus, Nico. Loïc, j'espère bien que tu comptes là-dessus. Hein. Tu vas nous faire une Tobias Johansson. Hein. Je fais une remontada. J'ai aucun favori pour l'instant. Au classement. J'ai joué aucun favori. On vous remercie bien entendu d'être aussi nombreux à nous suivre chaque jour dans la quotidienne. Aujourd'hui une émission enregistrée parce que notre streamer en direct Poppy prend des vacances et il les mérite bien. On retrouvera les lives en 3e semaine et puis évidemment notez dans votre agenda, je le répète à chaque fois, mais vendredi et samedi prochain dans les Vosges. Vendredi étape à Belfort, samedi étape au Markstein. Radio Fringale sera sur l'étape avec des chroniqueurs dans l'école, avec Bibi accompagné de Théo, de Titien et d'Adri au stand pour commenter, pour échanger, pour prendre des chroniqueurs en direct, pour dédicacer des chaussettes. Voilà, on ne sait pas. Donc on se réjouit de vous voir nombreux sur les routes du Tour, en espérant que d'ici là, la canicule se calme un tout petit peu, parce que là, jusqu'à la fin de la semaine, il va faire très chaud. Donc pensez à bien vous hydrater, parce que la canicule guette. Dernier résultat qu'on voulait vous donner aujourd'hui, quand même, première étape du Tour d'Autriche, on en avait fait la preview hier. Gregor Mühlberger, on l'avait cité parmi les grands favoris, a remporté l'étape aujourd'hui à 11 secondes d'avance devant la jeune pépite Hector Alvarez qui a terminé dans un petit groupe avec quelques coureurs très intéressants. On vous tiendra évidemment au courant de ce qui se passe dans le Tour d'Autriche. Vous pouvez voir les résultats. Fringale de Yann Christen quand même. Yann Christen, Fringale total, mais quelque part dédicace Radio Fringale. 67e, c'est beau. Ah oui, il prend 3 minutes, on est génial. Non, voilà, donc la fringale totale pour Yano, qui peut déjà rentrer à la maison. On espère que il va bien et qu'il n'a pas pris un trop gros coup de chaud. Comme on l'a dit dans cette émission, le coup de chaud, est-ce que le coup de chaud est le seul vrai adversaire des UAE ? On verra, en tout cas on verra ce qui se passera demain. Melvin, merci d'avoir participé à cette belle émission de la quotidienne aujourd'hui. Ouais, merci. Tu parlais de la chaleur, j'ai expérimenté ça cet après-midi. Franchement, les coureurs sont exceptionnellement forts parce qu'il fait tellement chaud et bravo à eux d'affronter la chaleur. C'est tellement dur de faire un effort dans la chaleur, donc je les respecte beaucoup pour ça. Une petite pause pour toi, Melvin. Demain, tu as fait un très beau milieu de semaine. Et puis, Loïc, merci d'avoir participé. Et Loïc, on se retrouve dans la quotidienne jeudi et vendredi.
Oui, on se retrouve ensemble, on va pouvoir discuter de tout ce beau parcours. Et puis, moi je dirais, faut qu'on organise un virage Radio Fringale. J'espère qu'on va pouvoir rencontrer quelques-uns d'entre vous quand on Avec sera plaisir. dans les Vosges. Et puis, moi j'aurai avec Melvin, on sera les deux fous furieux qui font des ascensions à fond. Donc, si des gens veulent nous accompagner à vélo, on sera là. Et puis, je suis très content d'avoir pu faire cette première émission sur le Tour de France, et d'autres arrivent. Et si vous me cherchez lors de ce week-end dans les Vosges, je serai à côté de la glacière. Hein, bien entendu, c'est quand même le poste où je brille le plus. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec Titien, avec Loïc et toute l'équipe pour débriefer cette belle étape des Pyrénées, faire la preview de l'étape 7 qui... potentiellement pourra de nouveau bien convenir à nos amis sprinteurs qu'on a vu aujourd'hui se mettre en jambes. Pensez à bien vous alimenter parce que la fringale guette. Et on se retrouve demain dans la quotidienne. Merci d'avoir été fidèle à l'émission. Allez, ciao, bonsoir. Salut tout le monde. À demain.